Ok, salut. Moi c'est Johanna et je vais te montrer ce que c'est réellement l'hyperphagie. Bon, je vais pas te montrer jusqu'où ça peut aller, mais je pense que t'as compris l'idée. Pourquoi je m'inflige ça? Je suis vraiment débile de m'infliger autant de souffrance. Au fond, j'aurais peut-être pu l'éviter. Mais bon, j'en avais quand même vachement envie, quoi. À quoi bon essayer d'empêcher quelque chose qu'on contrôle même pas, de toute façon? Je pense que les gens ont une image faussée de l'hyperphagie parce qu'on n'en parle pas, parce que les gens connaissent pas, à ne pas confondre avec la maladie de la boulimie, qui a vraiment ce comportement compensatif, avec des vomissements, des prises de laxatifs, du sport dans l'excès, etc. Et la crise de boulimie, qui est l'action de manger des quantités astronomiques de nourriture. Ça arrive de se réveiller subitement en pleine nuit et d'aller défoncer le frigo, quoi. Comment ça a commencé l'hyperphagie? Déjà, je ne saurais pas trop dire quand est-ce que ça a réellement commencé parce que je pense que ça s'est installé petit à petit alors que je vivais déjà avec une personne qui souffrait de troubles du comportement alimentaire. Et je pense que ça s'est installé peut-être à cette période-là. Et c'est quand je suis partie vivre seule que je pense que là, ça a un peu explosé, quoi. Je pense que l'hyperphagie, à la base, c'est déjà un problème de regard sur soi. C'était aussi beaucoup lié à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je voulais ressembler à toutes ces fit girls qu'on peut voir sur les réseaux. Je pense que je me suis vraiment enfouie dans un système de restriction et au final qui était pas forcément la meilleure chose à faire. Je voulais tellement bien manger, tellement être carrée que pour avoir une bonne image de moi et me sentir bien dans mon corps, qu'au final ça a fait tout l'effet inverse. Je pense que je crains un peu le fait que les gens me voient différemment que parce que j'ai l'habitude de partager sur les réseaux. Il y a eu des crises tous les jours? Comment ça se passait? Au début, je pense que je me rendais pas compte. Je me disais que je m'octroyais des plaisirs. Et puis, à chaque fois, c'était aujourd'hui, t'as le droit de t'autoriser un carré de chocolat. Et puis le lendemain, j'ai le droit de m'autoriser 2 carrés de chocolat. Ces petits trucs que j'estimais être des petits plaisirs, ça devenait trop important. Au moment où je fais une crise, il n'y a plus rien qui existe autour. C'est je mange parce que ça me provoque un plaisir mais le problème de ce plaisir-là, c'est que il fait mal au bout d'un moment. Et il fait mal, sur le coup, il est très plaisant, mais après coup, il est fatal, quoi. Et il fait mal psychologiquement, il fait mal physiquement, et c'est terrible. Alors aller faire les courses, c'est toute une organisation. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter une chose ou une telle chose? C'est bien choisir aussi mes aliments, comparer les étiquettes, savoir ce qui est plus ou moins calorique, ce qui est plus ou moins sucré, ce qui va avoir le plus ou moins d'apport nutritionnel. Non seulement d'être une charge mentale, c'est effectivement une charge budgétaire aussi. Je pars faire des courses, j'ai ma liste de courses, je reviens avec un panier qui est beaucoup plus gros que ce qui était prévu à la base, quoi. Je peux parfois aller faire des courses uniquement pour nourrir une crise. Sur le lieu de travail, ça reste quand même difficile dans le sens où on est dans un milieu professionnel. Quand c'est l'heure de la pause déj, c'est parfois un peu difficile, souvent quand c'est des collègues qu'on connaît pas, de passer pour une personne normale qui mange absolument normalement et tout, alors qu'en réalité le passage au self, c'est la porte des enfers, la sortie des enfers, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler des week-ends, donc il y a moins de monde au travail, donc la crise est beaucoup plus accessible, étant donné que les bureaux sont vides. Tous les moments où je suis en pause, c'est que des allers-retours au distributeur. Et parfois même, quand je jette mes emballages de gourmandises, j'essaye de les cacher sous des feuilles dans la poubelle parce que j'ai pas envie que la dame du ménage, elle se dise quelque chose, genre celle-là elle avait faim ou celle-là va prendre du poids. Pour moi, c'est encore avouer une faiblesse à quelqu'un qui me connaît pas. Bonjour, on vient de décaler chez Pierre.
Rejoins-nous si ça te dit, je suis avec Boubacar et Mathis. On est chaud de te voir. Vas-y, motive-toi. Hello, j'espère que tu vas bien. Non, désolée, je pense que je vais pas venir parce que là, je pense que je suis en train de tomber malade, je me sens pas hyper bien. Du coup, passez une bonne soirée, profitez bien, amusez-vous bien et je te fais des bisous. Ciao! Socialement, c'est quand même difficile quand je reçois des invitations d'amis pour aller en soirée ou pour aller boire un verre ou des trucs comme ça. Et typiquement, les soirées que je refuse, c'est quand on est dans un appartement posé à boire, fumer, discuter et qu'il y a de la nourriture à disposition. Et en gros, là, je peux pas te raconter la deuxième saison parce qu'elle est spoilée là-dessus. T'as des trucs un peu philosophiques, enfin tu vois, genre en mode, je trouve des comportements qui sont hyper intéressants, tu vois, entre les persos du journal. Un petit carton où tu votes sur les mangas que t'as préférés. Et du coup, l'animé, alors il est très beau, il est très esthétique, vraiment, les dessins ils sont plutôt bien et tout ça. Sinon, t'en penses quoi du coup, Johanna? Par contre, si c'est calme, agréable, où je peux vraiment être à l'écoute de mon corps et à l'écoute de mes sensations, pour moi c'est ok. L'essentiel, c'est juste que je passe un bon moment et que j'oublie un petit peu le problème qu'il y a avec l'alimentation, quoi. En fait, le rôle des amis, c'est une personne qui doit juste être là en tant qu'amie et c'est tout, mais pas forcément en essayant de s'impliquer sur le trouble de la personne. J'aime bien faire souvent ce comparatif avec le film Intouchable. François Cluzet, il a un fauteuil roulant, il est tétraplégique, et quand Omar Sy vient pour l'aider, Omar Sy le considère comme une personne absolument normale. Il lui donne à manger en pensant que lui va pouvoir tenir sa fourchette. Ça retire en fait ce tabou et ce complexe du handicap. Juste soyez là et considérez-nous comme des personnes absolument normales et juste venez, on s'amuse quoi. Manger, c'est quelque chose de vital qu'on fait tous les jours. Comme c'est quelque chose qui n'est pas visible directement, c'est difficile de considérer que quelqu'un qui mange, il a un handicap par rapport à l'alimentation. J'ai senti que je devais me faire aider. Déjà, j'étais consciente de ma maladie. Je savais plus ou moins ce que j'avais. Ça n'avait pas encore été diagnostiqué, mais je savais que j'avais un sérieux problème avec l'alimentation et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'en étais à un stade où je faisais des crises tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. J'essayais même de me faire vomir, donc de basculer vers la boulimie, parce que vraiment j'ingurgitais tellement de choses. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, et elle m'a redirigée vers un centre spécialisé à Paris. Et c'est clairement 2 jours où je me suis sentie nulle. Il y avait des moments où j'avais honte de dire certaines choses que j'avais jamais dit auparavant. On a eu une pause déjeuner où on nous regardait manger. C'est horrible, c'est super dur. Et ensuite on nous propose une 3e journée pour en fait découvrir les thérapies possibles. Vous avez coupé court? Alors j'ai pas coupé court, je suis quand même allée jusqu'au bout des examens. Sauf que dans tout ce qu'ils m'ont proposé, malheureusement, il y en avait aucune qui était adaptée, à part éventuellement le fait de voir un psychiatre. Mais ils m'avaient aussi proposé des groupes de parole, des ateliers pour de pleine conscience, etc. Mon planning professionnel ne me permettait pas d'assister à toutes les réunions, parce qu'ils nous obligeaient à être là toutes les semaines. Donc j'y suis allée une fois et quand j'ai dit à l'infirmière, enfin à la psychologue du groupe de parole que je ne pourrais pas être là à chaque fois, elle m'a dit dans ce cas ne venez pas. Parce que si vous pouvez pas être régulière, la thérapie ne servira à rien. Je me suis sentie complètement abattue et j'ai demandé, je leur avais parlé du coup de l'hypnothérapie parce que je savais que j'étais réceptive. Ils m'ont dit ah non mais on vous conseille pas parce que ça marche pas. Et je leur ai dit, mais moi j'ai quand même envie d'essayer. Et ils ont rien dit parce que c'était mon choix de vouloir essayer, mais ils estimaient que c'était pas la bonne thérapie pour me soigner. Du coup, j'ai continué mon parcours de soins toute seule. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour savoir si vous preniez des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait je fais de l'hyperphagie et je sens que ça va pas trop et j'aimerais bien essayer l'hypnothérapie pour voir si ça peut m'aider. La semaine prochaine, oui. Pour des personnes qui sont réellement prêtes à s'en sortir et qui veulent s'en sortir, la première chose à faire c'est d'en parler. Même si parfois les médecins traitants ils connaissent pas trop ce trouble, ça n'empêche qu'ils sont là aussi pour nous rediriger
Et dans tous les cas, une guérison, c'est pas linéaire. C'est comme quand on apprend à conduire, c'est comme n'importe quel apprentissage. Ça peut monter en flèche et d'un coup rechuter un peu. Le parcours médical, il est vraiment propre à chacun. Si une personne se sent prête et en est consciente, ça peut que aller dans le bon sens. Je suis quand même assez fière de moi, mais je me rends compte qu'au final, on n'est jamais vraiment débarrassé de troubles du comportement alimentaire, mais je dis pas qu'on apprend à vivre avec non plus. Et je pense que c'est aussi avoir un certain recul qui va petit à petit modifier un peu les habitudes et améliorer la situation, mais il y aura toujours une part de nous qui sait qu'il y a eu des problèmes liés à l'alimentation. Une personne qui a arrêté de fumer, elle sait que si elle retouche à une clope, ça peut être la clope fatale. On craint la rechute. Et là, c'est un peu pareil, sauf que la difficulté des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on peut pas s'arrêter de manger. Donc au final, c'est un peu un risque quotidien, mais c'est juste une question de mental. Enfin, j'en parle aujourd'hui comme si c'était hyper facile, mais c'est un chemin qui est très long et très très progressif.